J'ai vu une série justement sur Apple TV, plus, qui doit être du coup une. C'est quoi le mot que tu as utilisé Une adaptation? Non, une uchronie. Une uchronie qui est assez intéressante aussi. C'est sur. C'est de la science-fiction, pareil. Ça s'appelle. Putain, c'est quoi le nom? J'ai pas le nom. Je crois que Wolfenstein. Tu vois les jeux vidéo Wolfenstein? Ouais, c'est si les Allemands et génies aussi. Ouais, c'est un peu ce genre de truc. Je sais qu'il y a un film aussi, un film qui est sorti, un peu nul. Là, sur la face cachée, genre il y a une base nazie sur la face cachée de la Lune, je sais pas si tu l'as vu. Oui, après ça c'est toujours comme tous les films d'horreur ou films de zombies nazis, tout ce genre de... Ouais, voilà, c'est pas... c'est que des films de merde. Attends, je cherche juste le nom du film, voilà. Ça s'appelle For All Mankind. Et en fait, ça parle de si jamais les Américains avaient perdu la guerre froide et la conquête de l'espace, ouais. Et est arrivé en deuxième sur la Lune. Et en fait, je trouve que ce type de film, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, tu changes un petit événement, enfin un petit, c'est pas petit, mais quelque chose d'assez petit en fait, comparé à l'univers entier de l'histoire de l'homme, tu vois. Et en fait, tu peux partir dans des dérives qui sont impressionnantes, quoi. Ça part sur des un peu de la géopolitique, mais dans l'espace en fait, finalement, c'est genre une conquête de la Lune, alors qu'en fait, à la base, nous, les Américains, ils ont gagné, puis c'est fini, tu vois. Oui, ok. Et vraiment, du coup, je conseille cette série. Il y a 2 saisons. Et franchement, non, c'est très bien. Mais du coup, c'est pas la science-fiction, c'est du drame. Bon. Mais tu voulais parler de The Giver? Ouais. Alors moi, il faut savoir que c'est le premier livre, on va dire le premier vrai livre que j'ai lu en tant qu'enfant. Donc c'est Le Passeur. C'est un livre vraiment, genre, j'ai commencé à le lire et je l'ai dévoré en 2 jours, il était fini tellement j'ai adoré le livre. Et plusieurs années après, ils ont sorti un film qui était du coup une adaptation du livre. Je m'en étais pas rendu compte dès le début au départ parce qu'en fait, le livre s'appelle Le Passeur et le film c'est The Giver. Donc c'est la traduction évidemment, voilà, vous allez me prendre pour un con, mais sur le moment j'avais pas fait le lien. Et donc en fait, je trouve que ce film il est vraiment très intéressant dans le fond. Genre le fond est vraiment puissant, c'est une histoire de... C'est pas des gens, les passeurs, c'est ceux qui vous voient en couleur, comme ça? En fait, c'est ça, mais c'est plus profond que ça. En fait, le passeur, en fait déjà, faut savoir que c'est la vie de ces gens-là, elle est très scriptée. Toute la vie de tout le monde est scriptée. T'arrives à tel âge, t'apprends à faire du vélo comme tout le monde. T'arrives à tel âge, t'as un métier qu'on te donne, on te donne un métier, tu choisis pas. Et en fait, il y a un métier qui différencie de tout le reste, c'est le passeur. Et en fait, lui, il va avoir comme tâche de garder tous les souvenirs de l'humanité. C'est-à-dire que concrètement, en fait, il se souvient de tout. C'est lui qui se souvient des couleurs, c'est lui qui se souvient des goûts, de la joie, des émotions, il se souvient de tout, en fait. Et ça a été poussé tellement à l'extrême, en fait, que tous les autres gens, vu qu'ils n'ont pas la connaissance de ça, en fait, ils savent pas ce que c'est la joie, tu vois. Ils savent pas ce que c'est la mort, ils savent pas tout ça. Du coup, vu qu'ils le savent pas, en fait, c'est très bien représenté dans le film. Mais concrètement, par exemple, le film, au début, tout est en noir et blanc. Parce que vu que les gens, ils connaissent pas les couleurs, parce que en fait, pour eux, c'est inutile, nous, on voit comme les gens le voient, en fait. Ouais. Donc sans couleur, enfin il y a des émotions, tu vois, mais c'est que des bonnes émotions, c'est que de la joie, tout ça. Il n'y a pas la mort, ils connaissent pas, donc quand quelqu'un meurt, en fait, ils savent pas ce qui se passe. Pour eux, juste, il disparaît, et c'est normal, tu vois, il n'y a pas de tristesse, tout ça. Et en fait, c'est très marrant, parce qu'en fait, on se rend compte, au final, on trouve que c'est très cruel d'empêcher les gens d'avoir des souvenirs, d'avoir des émotions, des couleurs. Mais en fait, on se rend compte à la fin du film... Moi, je vais spoiler en fait, là, je suis un ouf. On va couper là. Mais non, je trouve que ce film, il est vraiment très intéressant. Et du coup, c'est de la science-fiction, voilà, c'est en fait c'est un peu. Ton truc, je ne retiens jamais Une uchronie? C'est un peu une uchronie, je pense, parce que en fait, c'est une histoire dérivée de l'humanité à la suite d'un événement. Non, en fait, une uchronie, c'est une dérive d'un événement qui s'est déjà passé. Ah, du coup, non. Ça, c'est plus une utopie, du coup. Moi, je dirais plus une... En fait, la dystopie, c'est plus Blade Runner, globalement. Ah ok, du coup, c'est plus une utopie. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir joué, en fait, d'avoir utilisé le cinéma et la représentation visuelle pour pouvoir nous montrer quelque chose qui, en fait, n'existe pas. Le fait que les gens ne se souviennent pas et ne connaissent pas les couleurs,
le fait d'avoir pensé à faire un film au départ en noir et blanc, je trouve que c'est très intéressant. Et puis même des fois, en fait, quand le personnage principal il commence à apprendre des souvenirs, on va commencer à voir des objets qui apparaissent en couleur, on va voir une pomme rouge, les arbres en vert, le soleil, des choses comme ça, tu vois. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est là vraiment que le cinéma a son avantage, c'est de pouvoir représenter visuellement quelque chose d'écrit, on va dire, dans un livre, par exemple. Ouais. Et là, un peu ce que tu m'en racontes sur le fait que chaque personne, dans le film dont tu viens de parler, chaque personne a une vie scriptée, ça m'a fait penser à 2 autres films. À Bienvenue à Gattaca, je sais pas si tu l'as vu. Non. En gros, on prend l'ADN de ton gosse et à partir de son ADN, on va lui créer une vie. Ah, en fonction de ce qu'il peut faire en fait. En fonction de ce qu'il est capable. Et du coup, ça crée des trucs, et le personnage principal, je vais pas trop en dire, le personnage principal n'a pas forcément toutes les bonnes capacités, mais au final, il arrive à faire ce qu'il veut, bosser pour une agence spatiale. Et AI Intelligence Artificielle, en gros, c'est sur un couple, leur enfant est malade, il a eu un accident et il est dans un sorte d'hôpital futuriste, voilà. Il décide d'acheter un enfant robot qui est en gros, l'enfant robot est créé pour aimer les parents qui l'achètent. Et pour apporter du bonheur. Ouais. Et au moment où l'enfant, le vrai enfant, mon cher en os, se réveille, à partir de ce moment-là, il est jeté comme merde. Et du coup, après, on suit tout son truc, il rencontre des gens, etc. Il essaye de survivre comme il peut. Et en gros, il veut trouver la fée, une sorte de fée. Et je vais pas spoiler parce que si je continue à parler de ce truc-là, je vais spoiler la fin et je vais spoiler la fin. Du coup, retrouver le futur. Je l'ai mis en premier parce que je considérais pour moi comme l'œuvre qui a marqué beaucoup de gens en termes de science-fiction. C'est pour moi la trilogie Retour vers le futur, c'est vraiment une trilogie parfaite. Dans le sens où, certes, il y a que ce côté science-fiction et tout, ouais. Mais c'est drôle. Au moment où les personnages, genre, ils galèrent à faire des trucs, je sais pas toi, mais moi ça m'a rendu triste. Le moment où Marty McFly réussit à revenir dans son monde, tu vois, dans sa période à lui, il est super content. Enfin, je suis super content pour lui. Quand il découvre les années 50, je découvre les années 50. Quand il découvre le Far West, je découvre le Far West. La scène vers le début de Retour vers le futur 3, quand il arrive au Far West dans le temps des cowboys, ouais. Et qu'il y a les chevaux, je crois. Ah oui, qui arrive la cavalerie et tout. Ouais. Pour moi, c'était vachement cool. En vrai, c'est vrai que c'est un grand classique de la science-fiction, je pense, pour beaucoup de personnes, un peu au même titre que Star Wars, tout ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, là, pour moi, la trilogie, elle est parfaite. En fait, t'en attends pas plus ni moins. T'as le futur, le passé et le présent. Et franchement, je trouve que tout se complète à merveille. Ouais. Et même, ouais, les années 50, vraiment, on est immergé dedans, on découvre vraiment comment ils vivaient. Le Far West, c'est pareil, on découvre comment ils vivaient. Et le futur, évidemment, ça a été créé pour ça. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là de l'époque même. Parce que du coup, je pense que vous le savez tous, mais en gros, le futur dans Retour vers le futur, il est déjà passé pour nous, en fait. Ouais. Et du coup, c'est marrant de voir la différence entre ce qu'on croyait et ce qui est vrai. Tu vois. C'était il y a 8 ans, techniquement. À chaque fois, ça me fait d'y repenser, c'est que techniquement, c'était 2015. Oui. Il y avait Les Dents de la Mer 19. Dans leur futur à eux, il y avait un film qui s'appelle Les Dents de la Mer 19. Film qui n'existe pas. Mais c'est assez rigolo de s'imaginer une série de films avec 19 films sur le même concept. On dirait une série en fait, ouais. À ce niveau-là. Mais ouais. Mais c'était marrant, je crois qu'il avait ressorti au cinéma, au Grand Rex, tout ça, ça avait été un peu la. Et c'est un peu comme les 3 premiers Star Wars, je crois, oui. Où ils étaient ressortis en 3D. Ouais, mais c'est différent, tu vois, parce qu'en vrai, là, le Retour vers le futur, quand il est ressorti au cinéma,
c'était vraiment pour quelque chose de concret, c'était parce que c'était la date dans laquelle il est arrivé dans le futur, tu vois. Mais non, vraiment, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est en même temps un film, en même temps c'est un peu un documentaire parce que bah, tu vis un peu la vie de personnes. En vrai, ça peut pas être con à dire, mais c'est nous. Genre, Marty McFly, c'est nous, c'est un mec normal. Oui, c'est un étudiant. C'est un étudiant Un jeune normal. adulte, tu vois. Qui a ses problèmes et tout. Et là, la tuile, il arrive dans le passé. Et du coup, ça me permet de faire le retour dans le passé, ça me permet de faire une bonne transition avec le prochain film, Terminator. Terminator. Voilà, je vais parler du 1 et du 2 parce que c'est ceux que j'ai vraiment vu plusieurs fois. Ce qui est intéressant dans Terminator 1 et Terminator 2, c'est que dans Terminator 1, Schwarzenegger est méchant. Ouais. Et dans Terminator 2, Schwarzenegger est gentil. Et ce qui est drôle, c'est que le premier, c'est un peu un film un peu horrifique, entre guillemets. Enfin, pas vraiment horrifique, mais vraiment action, bourrin, complètement con. Et dans le deuxième, James Cameron arrive à jouer avec ce côté... il arrive à montrer, dans la scène de l'hôpital, dans Terminator 2, il arrive à montrer l'horreur que ressent Sarah Connor au moment où elle voit le Terminator. Et on voit vraiment son visage se décomposer, on l'entend crier, elle part dans l'autre sens. Et en fait, on se rend compte qu'il est avec. Et en fait, elle se rend compte qu'il est avec son fils et qu'ils veulent juste la sauver et la faire sortir de l'hôpital. Terminator 2, vraiment, ça a été pour nous une révélation de cinéma, vraiment. Un peu comme Retour vers le futur. Ouais. Et pour moi, c'est un peu ce côté parfait. Mais en fait, le concept est génial de base. Mm. Et en même temps, c'est James Cameron qui a fait aussi Avatar et Avatar 2. Ouais, c'est vrai que ouais. Géniaux. Bah, c'est. Mais dans Terminator 2, c'est vraiment le gosse, c'est un gosse normal. Le seul problème, c'est que sa mère est dans un hôpital psychiatrique. Mais sinon, globalement, à part ce truc-là, il est normal. Et en plus, c'est des moments super drôles, les moments où John Connor essaye d'apprendre au Terminator. À parler ou je sais pas quoi. Non. Ouais. Ces moments sont très très drôles. Non, mais c'est vrai que ouais. Oui, c'est pareil en soi, c'est des classiques de toute façon. Et puis en plus, Terminator, en plus d'être un classique pour tout son scénario et son histoire, c'était les effets spéciaux. Oui. Qui sont vraiment vrais pour l'époque. Bon, maintenant c'est un peu vieilli, mais pour l'époque. En vrai, je trouve par exemple que Terminator 2, je l'ai revu récemment, enfin, tu vois, il y a 2-3 ans. Ouais. Et en vrai, je trouve que les effets spéciaux, tu vois, pour un film des années 90, genre il y a des films qui ont moins bien vieilli que ça. Ah bah oui, mais après, vraiment à l'époque, c'était vraiment novateur, quoi. Et après, tu vois, ça se voit que c'est un film des années 90, mais en soi, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui marchent encore. Oui. Et du coup, pour parler des effets spéciaux, mais pour l'un des deux films dont je vais parler là tout de suite, dont les effets spéciaux étaient beaucoup moins bons, c'est Tron. Tron, ça a mal vieilli. Le premier Tron. Pas Tron Legacy qui a 10 ans, non, l'autre Tron, celui des années 80. Oui, le vrai. On a fait des analyses sur ces films. Du coup, vu qu'on a fait des analyses sur ces films, on va passer rapidement dessus. Je préfère largement Tron 2, perso. Bah moi, j'ai pas trop de souvenirs de Tron. Il me semble que j'ai vu les deux. Ça me dit quelque chose, mais oui, Tron 2, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, la bande son, c'est par Daft Punk. Donc franchement, c'est quelque chose de très qualitatif, on va pas se mentir. Et le réal, c'est celui qui a fait Top Gun, le dernier Top Gun, Mais après, il me semble que le deuxième Tron, il a été fait par Disney. Ouais. Donc beaucoup plus de budget et tout ça. Mais Tron 1, celui des instruments, était aussi fait par Disney. Mais c'était les premiers. Oui, c'était pas encore on va dire l'âge d'or de Disney. Mais du coup, c'est. Enfin, Disney était déjà connu, tu vois, pour les bandes Disney, pour les dessins animés, tout ça. Mais ils avaient déjà fait, tu vois, des films avec des rédacteurs, mais c'était pas des films avec des effets spéciaux numériques. Ouais. Mais tu vois, Tron, c'est comme Star Wars, c'est les premiers films avec des effets spéciaux numériques. Donc c'est normal que ça a mal vieilli, c'était les premiers. Mais après Star Wars, moi je trouve que ça a bien vieilli. Hein.
Mais parce que Star Wars, pour le coup, il y a eu plein de remasterisations, ils ont amélioré les effets spéciaux et tout entre temps, donc. Même en fait, le fait d'avoir fait, je pense, tous les vaisseaux, tout ça avec des maquettes, Ouais. ça aide beaucoup à avoir un vieillissement qui est bon. C'est un peu comme Jurassic Park. En fait, Ouais. ce que je trouve intéressant dans Jurassic Park, pour le coup, c'est que t'as du vrai, t'as du faux dans Jurassic Park, en termes de maquettes et d'effets spéciaux. T'as certains moments où, par exemple, le T-Rex, Oui. bah c'est un vrai. Genre, ils l'ont vraiment fait en vrai, animé, tu vois, Oui, un robot. animatronique, un truc comme ça. Ouais, un animatronique. Alors que, par exemple, il y a un moment, il y a des bestioles qui courent. Bah ça, c'est des effets spéciaux et je trouve que ça se voit. Bah, c'est ça le pari à prendre. Mais après, moi, je pense que je les comprends, tu vois. Quelque chose qui court, qui est en mouvement, vu que c'est souvent dans le cinéma, quand quelque chose bouge, il y a du flou, tu vois, c'est logique. Oui. Donc c'est. Alors qu'un T-Rex qui bouge à 2 à l'heure, tu vois, si c'est fait en effet spéciaux, ça va vraiment se voir que c'est moche, tu vois. Ouais. Alors qu'un petit truc, ça se voit moins, tu vois, on va dire. Mais ouais. Mais en vrai, c'est fou aussi de voir l'évolution de la science-fiction, des effets spéciaux. Ouais. Pour moi, la science-fiction, c'est directement relié aux effets spéciaux, tu vois. Ouais. Je peux pas parler de science-fiction sans parler des effets spéciaux. C'est la base, de toute façon, même on le voit parce que le premier film qui un peu a fondé la science-fiction, c'est le premier film qui a utilisé les effets spéciaux, tu vois. Oui. Donc ça va un peu de mèche, on va dire. Et ouais, en gros, à l'heure actuelle, quand on voit les effets spéciaux qu'on a, c'est difficile de séparer les effets spéciaux de la réalité. Ouais. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça va. Pour moi, ça diminue un peu la catégorie science-fiction parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de différence visuellement parlant avec un vrai film vraiment tourné. Mais pour moi, je sais pas si t'as vu Avatar 2. Oui. Je suis allé le voir 3 fois. Bah visuellement, moi j'ai vu dans une salle normale de cinéma, tu vois. Et je sais que j'ai des amis qui l'ont vu dans des salles spéciales 4K et ça. Et apparemment c'est vraiment une fac. Moi je l'ai vu en 2D et en 3D. Et vraiment la 3D, genre la 2D, quand je me suis dit. En fait, quand j'ai vu la 3D, j'ai trouvé que la 2D était limite fade. Non, moi j'ai vu en 2D. Parce qu'il y a la scène de fin, à un moment, il y a un des animaux qui saute dans les airs et qui s'écrase sur un bateau. Ouais. Ça en 3D, t'as vraiment l'impression qu'il y a l'animal qui arrive vers toi et tout. Et en plus, quand tu le vois en 3D, il était en framerate variable, image variable. Oui, qui est adapté à ce qui fait que t'as certaines scènes d'action qui étaient en 48 images par seconde et t'avais vraiment l'impression que c'était ultra fluide. Et moi je pense qu'on peut parler d'Avatar aussi quand même. Le premier. 2009 quand même. Oui. Avoir ce type d'effets spéciaux en 2009. Pour moi, le film Avatar 1, il sort à l'heure actuelle, ça me pose aucun problème visuellement. Visuellement, pour moi, il est parfait. Mais j'ai une anecdote sur ça. Tu sais comment James Cameron a dit vas-y, je vais le faire ce film. Non. C'est en voyant Le Seigneur des Anneaux. Ah. Tu vois, le Seigneur des Anneaux. Tu vois Gollum. Oui. Bah voilà. Si, ce qui est bien, ce qui est drôle, c'est que ça fait que maintenant, James Cameron, il a 3 films qui vont dépasser le milliard. Bah Titanic. Avatar 1 et 2. Oui. Mais si je dis pas de conneries, il a les 3 premières. Il a pas les 3 premières. Ah non. Il a 3 films dans le top 5 du box-office. Et 2 à la suite, je crois. Bah il doit avoir. Je crois que Avatar a dépassé Titanic, comme ça. Ah ouais? Attends, je regarde ça. Mais je sais que pour moi, le premier film, c'est genre Avengers Endgame. Pour moi, c'est pas Avengers Endgame, pour moi, c'est Avatar. Le tout premier, pour moi, c'est. Ah ouais, c'est Avatar. Il est sorti en septembre 2022. Ah oui, bah ça aide. Bah oui, mais du coup, je pense qu'avant ça, par contre, c'était Avengers quand même. En fait, ça fait. Avatar, Avengers, Avatar le deuxième, Titanic. Donc, dans les 4 premiers, il y en a 3 à lui. Après, 5ème, bah, Star Wars 7. En fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, il a fait Titanic, $1 milliard. Il a fait Avatar, ça a niqué Titanic. Il a fait Avatar 2, ça a niqué Titanic encore une fois.
Et après, moi, je pense que Avatar 2, pour moi, va passer devant Avatar 1. Oui. Au bout de... En tout cas, je pense que si on regarde les courbes de croissance, on va dire à durée de sortie égale, je pense qu'Avatar 2 est largement au-dessus d'Avatar 1. Oui. Déjà, vu comment ils sont proches à l'heure actuelle... Après, je sais qu'en France, il passe plus, mais je crois que dans d'autres pays, il passe encore. Oui, et puis même avec... je sais pas ce qui rentre en compte dans le box-office, c'est tout Non, streaming et tout ou non, que c'est que le cinéma ciné. C'est que le ciné. Ouais, bah donc le jour en fait, Avatar 3 va sortir, ils vont ressortir le 2, à mon avis, au cinéma. Oui. Et là, ouais. C'est sûr, ça va remonter, tu vois. Je voulais un peu parler de la saga Stargate. J'appelle ça une saga parce qu'en gros, il y a eu un film et il y a eu 3 séries. Du coup, ça fait Stargate, Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. C'est un univers, en gros, c'est un univers où il y a une porte des étoiles qui permet de voyager dans un autre, d'arriver directement sur une autre planète. En gros, c'est des communications interplanétaires, Ouais. instantanées, et Un à peu plusieurs milliards d'années. De la téléportation, Ouais. en fait. Voilà, je voulais évoquer ça parce que c'est des séries que c'est des œuvres que j'ai beaucoup aimées. S'il y a une série à regarder, c'est Stargate SG1, je pense. Il y a 10 saisons, par contre, c'est très très long. Mais après, sinon, il y a le film. Le film il fait 2 heures. En série, je voulais évoquer vite fait V, la série V. Une série des années 80. Il y a eu 2 ou 3 séries V. C'est des séries des années 80 où en gros des extraterrestres viennent coloniser la Terre. Les extraterrestres lézards, c'est des sortes de gros lézards, c'est improbable. Il y a, là je vais en citer deux autres, Galactica et son remake Battlestar Galactica, que j'évoque vite fait comme ça. Mais du coup là, Doctor Who, je vais aussi en parler un peu plus. C'est une série de science-fiction où on suit du coup le Docteur. On ne connaît pas son identité à part qu'il s'autoproclame le Docteur. C'est une série, ça a été créé dans les années 60. Il y a eu une pause entre la fin des années 80 et 2005, il y a eu 15 ans de pause à peu près. Il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs personnages qui incarnent le Docteur. C'est logique dans le sens où il y a un truc de régénération. Il se régénère. Enfin, il meurt et après il change de corps. Ouais. Et il a toujours une équipe avec lui. Il a toujours un ou deux personnages en plus avec lui, des humains, qui viennent l'épauler quand il a besoin. Et j'avais parlé de l'épisode dans la prison tout à l'heure. Il y a un autre épisode qui m'a fait dire que j'ai adoré cette série. C'est un épisode où en gros le docteur et plus son compagnon, plus la compagnon avec qui il est, arrive dans un vaisseau. Et en fait, c'est au moment où la planète Terre va se détruire. Je sais pas comment expliquer autrement. En gros, ils sont dans un vaisseau spatial dans l'espace. Oui. Et c'est des sortes de riches qui savent que la planète va se détruire. Arrête, qui se sont échappés. Ouais. Alors, non, qui font ça genre pour le plaisir. C'est des gens qui sont. Ah, c'est un truc de tourisme un peu. Ok. Ils sont en train de regarder, la planète Terre est en train de se faire détruire. Ah oui, qui pourront pas rentrer chez eux, quoi. Ouais. Voilà. C'est un épisode qui m'avait marqué parce que tout un épisode comme ça dans l'espace et tu vois la planète Terre exploser. C'était un peu impressionnant. Et je vais parler de Torchwood, Doctor Who / Torchwood, parce que c'est une série dérivée de Doctor Who. Et je voulais un peu parler de X-Files, surtout parce que j'ai entendu une nouvelle comme quoi ils vont faire un reboot à X-Files. Tu vois ce que c'est un reboot ou pas? Non, c'est un remake un peu, non? En gros, c'est recommencer un univers de zéro. Ah, refaire le truc, en fait, en se basant sur la même chose, en fait, plus ou moins. Ouais. Mais la refaire. En fait, genre un peu comme les Spider-Man, tout ce genre de trucs. Ok.
Et du coup, la série originale, de la saison 1 à la fin de la 7 et un peu de la 8, c'est Mulder et Scully. Scully est jouée du coup par l'actrice de Sex Education, Gillian Anderson. Oui. Et De quoi, la canadienne? c'est la mère ok. de Otis. Et l'autre, David Duchovny, qui joue Mulder. Et après, à partir de la saison 8, je n'explique pas pourquoi, mais il y a Robert Patrick qui prend la place de David Duchovny. Robert Patrick qui a joué dans un film dont on a parlé juste avant, Terminator 2. Il joue le T-1000 dans Terminator 2. Et là, il joue le nouveau collègue de Scully. Et voilà, j'en suis à la saison 8, du coup, j'ai pas encore vu le reste. Je sais que dans la saison 10 et 11, les deux dernières qui sont sorties il y a 5-6 ans, il y a le retour de Mulder, en sachant qu'il y a eu une pause de 15 ans entre la fin de la saison 9 et le début de la saison 10. Je voulais parler de quelques jeux vidéo. Je voulais vite fait parler de Mass Effect. J'y ai pas joué, mais je voulais l'inclure dedans. Et il y a Watch Dogs. Les Watch Dogs, moi je les considère un peu comme de la science-fiction. Moi aussi, je trouve que, ouais. En fait, ça me fait un peu penser à. On va dire, ça se rapproche un peu de Terminator, je trouve. Ouais. Avec. En vrai, ça se passe maintenant. C'est comme Terminator, ça se passe actuellement. T'as joué au tout dernier? Non, j'ai joué aux deux premiers. Parce que le tout dernier. Alors, le tout premier, ça se passe à l'heure actuelle. Le deuxième, il me semble que c'est plus ou moins pareil. Ouais. Et le troisième, par contre, le Watch Dogs Legion, ça se passe dans le futur, un futur proche, hein, ouais. Mais un futur quand même. Et je trouve, pareil, c'est un peu intéressant, en fait, on a un peu de la même manière que Autant le futur, tu vois. On a le droit, donc, du même univers, plusieurs périodes temporelles différentes, ouais. mais du même point de vue, on va dire. Oui. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve que le jeu vidéo en lui-même est très réussi, très prenant. Un peu à. J'avais fait le mode histoire de GTA V. Ouais. Je trouve que c'est pareil, c'est des histoires où on rentre vraiment dedans. On se sent complètement dedans. On a vraiment l'impression d'avoir des choix qu'on peut faire, tu vois, tout le temps. Ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant. Et vraiment, le jeu, le dernier, enfin, tous, je les ai tous poncés. Et franchement, ouais, rien à dire. Du coup, là, je vais noter Mirror's Edge, Mirror's Edge Catalyst, qui sont deux jeux vidéo aussi, qui sont deux de mes jeux préférés. Mirror's Edge, le premier, qui est sorti en 2008, il se passe dans une ville, dans un futur plus ou moins proche. Enfin, on ne sait pas précisément quand est-ce que ça se passe, mais c'est dans un futur plus ou moins proche. Dans une ville dont on n'a aucune connaissance du nom. Enfin, tu vois, on ne sait pas c'est quoi cette ville. Et il y a une sorte de dictature qui ne parle pas trop. Et Mirror's Edge Catalyst, pour le coup, se passe vraiment dans le futur, genre ultra futuriste. Et dans les deux, en fait, c'est des jeux de science-fiction et d'action en première personne, en vue subjective. Tout est en vue subjective. Du coup, je sais que moi, la première fois où j'ai joué, c'était à Mirror's Edge, le premier. Tout le début, c'est tout un tuto. Et en fait, t'as vraiment, genre, à un moment, tu te balances. Tu vois, tu prends un tuyau, tu te balances. T'as vraiment la sensation de prendre le tuyau et de te balancer. Ouais, de bouger, en fait, il y a un effet de caméra qui permet que t'es vraiment dedans, quoi. C'est ça. Et par exemple, dans Mirror's Edge 2, enfin dans Catalyst, au début, tu sors de prison et t'as un pote à toi qui t'enlève une puce. Et du coup, au moment où il t'enlève la puce, tous les systèmes d'alarme se lancent. Et du coup, là, vraiment, t'es vraiment dans l'action. Ouais. Et tu cours. Pendant. Jusqu'au moment où t'arrives à une base. Et voilà.
Moi, est-ce qu'on peut parler aussi du jeu vidéo Detroit Become Human? Oui. Pour moi, c'est beaucoup science-fiction ça. Ouais, j'y ai pas joué, mais oui, pour moi c'est. Moi non plus, mais le jeu a l'air super intéressant. Ouais. Malheureusement, j'ai que la Xbox, donc je peux pas y jouer parce qu'il est que sur PS4 et PC, je crois. Mais vraiment, je trouve que le jeu est super intéressant. C'est du choix, tu vois. En fait, c'est pas vraiment un jeu où t'as le contrôle, il y a que des choix, tu vois. Mais Ouais. je trouve que c'est super bien fait et tout. Et j'ai vu quelques vidéos et de ce que j'ai pu en voir, je trouve aussi que le fond du jeu est super intéressant, super prenant aussi. Donc voilà, c'est quoi, c'est dans le futur proche aussi, je crois. Mm. Et ça, ouais, je trouve ça c'est assez intéressant.